Bonjour Jessica, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Confidence avec Sophia. C'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir à mes côtés. Il faut savoir que Jessica, ça fait 4 ans que je la connais, mais sans la connaître intimement finalement. Vous assistez à la rencontre, là, c'est la C'est première la fois vraie. qu'on se voit. Voilà, donc on s'écrit régulièrement, on se suit mutuellement, donc on sait ce qui se passe dans le quotidien de l'une et de l'autre. Mais là, pour la première fois, on se rencontre et je suis vraiment très très honorée de t'accueillir sur le podcast. Tu es une femme inspirante, moi qui m'inspire au quotidien. Tu fais partie de ces très rares businesswomen qui ont réussi à construire un vrai business qui est aligné avec leur vie, avec leurs valeurs. Et je te respecte tellement pour ça et continue s'il te plaît de nous inspirer au quotidien. Bah, j'ai bien fait de venir. Bah, clairement. Et je sais que voilà, tu es là aujourd'hui pour une raison particulière, c'est que j'avais vraiment envie que déjà tu te présentes et que tu puisses raconter un petit peu ton histoire et que tu montres que toi aussi, tu es passé par un avant où tu avais ton CDI, tu avais ta petite vie très carrée, très organisée, à cette femme aujourd'hui qui est libre financièrement, qui est bien, qui voyage, qui est alignée sur tous les points dans sa vie. Donc, Jessica, je t'en prie, présente-toi. Bah écoute, déjà, merci pour ce boost d'ego. J'ai bien fait de venir, Je t'en comme prie. je l'ai dit. Je peux te retourner le compliment parce que, bah oui, ça fait un petit moment qu'on se suit maintenant. Et pareil, je sais que tu aides beaucoup de femmes. J'ai beaucoup entendu parler de toi sur Bali, notamment, parce que je sais que tu fais aussi pas mal de choses, de cérémonies ici, etc. Du coup, c'est très cool ce que tu fais. Et je sais que tu aides plein de femmes, donc franchement, déjà, bravo pour ça. Je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui. En plus, en présentiel, ça change un peu, je trouve, tu vois, du Ouais. côté podcast, toujours à distance. Donc écoute, bah, moi pour me présenter, je m'appelle Jessica, j'ai 32 ans, toujours aussi bizarre de le dire. J'ai pas l'impression d'avoir mon âge, mais ouais, j'ai 32 ans. Et du coup, moi, ma mission au quotidien, c'est d'aider les entrepreneuses à trouver des clients sur Instagram. Donc moi, j'ai commencé, pour revenir un peu sur mon parcours, j'ai eu un parcours assez classique, entre guillemets, dans le sens où j'ai fait des études, pas vraiment par conviction, mais juste pour suivre un peu le flow, quoi. Donc j'ai fait des études en marketing et en communication, j'ai eu mon master 2. Ensuite, j'ai intégré une agence de communication, du coup, en CDI. On y reviendra, je pense. Et ensuite, du coup, bah, par plein de choses, pour plein de raisons différentes, je me suis enfin lancée à mon compte. J'ai toujours su que je voulais être indépendante, pas forcément avoir une grosse entreprise du CAC 40, mais vraiment être à mon compte. Et bah, du coup, maintenant, ça fait 5 ans que je suis entrepreneuse. Donc, ça fait quand même... je me dis, en même temps, c'est pas beaucoup. Et en même temps, ça commence à faire. Tu vois, 5 ans, c'est quand même un gros début de carrière. Donc, je suis contente de ça. Je sais que je suis faite pour ça. Et du coup, j'ai commencé, moi, j'étais community manager. Ensuite, je me suis diversifiée avec du coaching. Et maintenant, je vends essentiellement des formations en ligne. Avec mon copain, on a aussi créé un studio de podcast. Et après, de manière plus générale, parce que c'est vrai que quand je me présente surtout sur le pro. Tu vois, je pense que ça dit aussi beaucoup de choses de moi. Mais sinon, pour le côté plus perso, je dirais que je suis quelqu'un qui aime la liberté, qui est drivé clairement par la liberté. Et voilà, essentiellement, c'est ça. Ça fait aussi 5 ans que je suis en couple. Ça a aussi beaucoup compté dans mon aventure entrepreneuriale, parce que je suis aussi en couple avec un entrepreneur, du coup. Et c'est aussi une grosse partie de ma vie. J'aime voyager, j'aime voilà, les choses simples de la vie, et j'aime entreprendre aussi beaucoup. Ouais, l'entrepreneuriat, c'est vraiment, tu vois, le mot, je trouve, qui te caractérise super bien. Enfin, pour moi, tu es l'entrepreneuse, tu vois. Même quand j'ai décidé de lancer mon podcast, t'es dans ma liste, tu Ah sais, ouais. genre des invités, tu sais, de mes guests que je voulais absolument avoir. Et quand je su que tu étais à Bali, je me suis dit, mais génial, enfin, carrément, genre, Ouais, c'est je veux l'occasion. qu'on se voit et qu'on fasse cet épisode. Parce que justement, tu vois, c'est dans la communauté entrepreneuriale française, on va dire, c'est difficile de trouver des femmes qui ont cette vie, tu vois, de Mm. nomade, cette vie de digital. En fait, d'avoir tout digitalisé. C'est quand même Mhm. assez rare. Souvent, Ouais. les entrepreneuses que moi je connais, elles ont tu sais, des sociétés qui sont en France avec leurs employés, etc. Donc, du coup, il y a quand même ce truc de. T'es un peu bloqué, entre guillemets, Oui, c'est dans pas ton la même quotidien. liberté, en fait, ouais. Ouais. Exactement. Toi, tu as vraiment réussi à créer une entreprise 100% digitale et qui te suit partout. Ouais, Peu importe où tu es sur Terre, ton travail, il il te me suit suit, en c'est fait. ça. Et c'est incroyable Ouais. que tu aies fait ça. On va en parler un peu plus dans les détails. Mais j'aimerais déjà savoir qu'est-ce qui a été pour toi le déclic
entre le moment où tu as décidé de quitter ton CDI et de te lancer? Enfin, est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà en tête ou c'est passé un événement? Alors, c'est vrai que je l'ai toujours eu en tête. C'est pour ça que, bon, on n'est pas je pense pas qu'on est entrepreneur, mais c'est vrai que si, genre, vraiment, je me rappelle de la première fois que j'ai dit que je voulais être entrepreneuse, ça remonte à mes études supérieures. Et à cette époque, c'était pas du tout la même époque qu'actuellement. Maintenant, je pense que tu as beaucoup plus. Enfin, l'entrepreneuriat et même l'entrepreneuriat en ligne est beaucoup plus démocratisé. Moi, à l'époque, enfin, voilà, j'avais 25 ans, donc tu vois, c'était il y a 7 ans. Et en fait, à cette époque-là, tu n'avais pas trop de rôle modèle. Enfin, moi, quand on demandait justement dans ma promo, tu vois, on nous demandait ce qu'on voulait faire, j'étais vraiment la seule qui disait que je voulais entreprendre, enfin, que je voulais être à mon compte. Et tu vois, j'ai toujours eu ce truc de justement, j'ai pas, en fait, je rêvais pas d'une entreprise très carrée, avec des salariés, avec vraiment toute une équipe. Au contraire, le management, c'est pas du tout mon truc. Mais je savais que je voulais, genre, juste avoir mes projets, tu vois, avoir cette liberté créative, cette liberté d'horaire, cette liberté, cette indépendance un peu plus financière, enfin, prétendre un peu mieux que ce que je pouvais avoir dans le salariat et tout. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, genre, les gens me prenaient un peu pour une folle, en mode... les gros clichés à ce moment-là, c'était mais tu peux pas sortir de l'école et te mettre à ton compte, il faut que tu aies de l'expérience, il faut que tu aies des contacts. Enfin, vraiment, je me suis pris tout ça dans la tronche un peu quand j'ai dit que je voulais me lancer. Mais je l'ai quand même fait. En fait, dès que je suis sortie de mon Master 2, dès que j'ai diplômé, j'ai créé ma micro-entreprise. Donc, ça remonte maintenant, c'était il y a 7 ans. Et en fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier client, donc qui était une agence de communication. Ok. L'agence de communication dans laquelle j'ai signé un CDI après. Et justement, en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est une première erreur que j'ai faite, une grosse erreur qui revient souvent. C'est que comme c'était un gros contrat, en fait, à l'époque, ça représentait 2500 euros de CA par mois. Et pour moi, déjà, à l'époque, c'était énorme. Franchement, pour un début de carrière, tu vois, même si en plus, à l'époque, j'avais l'ACRE, donc je payais quasiment pas de charges sociales et tout. Bien sûr. Et du coup, je m'étais grave reposée là-dessus en mode trop bien, j'ai un client, et puis le reste, tu vois, du temps, je kiffe et tout. Donc, j'avais goûté à ça dès le début. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 mois, l'agence de communication m'a dit, en fait, on est grave content de toi et tout de ton taf. Mais en gros, c'est on a besoin de quelqu'un en interne. Donc, c'est soit tu prends le CDI qu'on a te proposé, soit c'est ciao, quoi. Et là, du coup, j'avais le cul entre deux chaises. En vrai, j'aurais pu dire, du coup, j'ai les couilles de chercher d'autres clients et de continuer à faire ce que je fais. Mais à cette époque-là, en fait, je pense que déjà, j'étais plus influençable et tout le monde me disait, écoute, un CDI en agence de com, c'est un peu la voie royale, c'est un peu ce que tout le monde espère, etc. Le domaine me plaisait aussi parce que c'était une agence de communication, mais spécialisée dans le design d'intérieur. Donc voilà, je me suis dit, bon, ça me donne pas plus envie que ça, mais bon, je m'entendais bien avec mes collègues. Enfin bref, il y avait plein de raisons à ce moment-là qui font que j'accepte. Au final, ça se passe bien pendant quelques mois, mais je me rends très vite compte que déjà, même si ça continue à se passer bien, moi, j'étais pas à ma place. Tu vois, j'ai toujours cette vision de moi, en fait. Genre, je suis dans le tram pour aller au taf. Et genre là, je me dis, mais c'est impossible que ce soit ma vie. Genre, vraiment, je savais pas comment l'expliquer. Et franchement, à ce moment-là, je savais pas comment je ferais justement pour que ça soit pas mon quotidien. Mais je savais à ce moment-là que genre, ce quotidien, ce serait pas un quotidien qui serait fait pour moi. Et que je serais jamais heureuse en allant tous les jours au bureau de 9h à 18h. Et en plus, agence de communication, c'est très... tu travailles beaucoup, mais en même temps, c'est très dans le paraître aussi. Il y a beaucoup de taf en vrai qui sont comme ça aussi. Je dis agence de communication, mais ça vaut pour plein d'autres tafs où, genre, en gros, tu es censé finir à 18h et la France, c'est très sur le présentéisme. Exactement. Donc, tu attends 18h pile alors que tu as peut-être fini 1 heure avant et qu'au final, il n'y a aucun intérêt à rester. Mais juste pour sauver un peu la face et pour qu'on ne dise rien, tu restes. Coûte que coûte, tu restes. Et du coup, ouais, je savais que c'était pas fait pour moi. Et en plus, du coup, l'autre élément déclencheur, c'est que ça s'est très mal passé, surtout sur les... Je suis restée un peu plus d'1 an dans cette agence de communication. Sur les derniers mois, ça s'est très mal passé. On a eu... J'étais pas seule parce que du coup, en fait, on était 3 à se faire virer vraiment du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que pour moi aussi, du coup, dans ma vision des choses, un CDI, pour la plupart des gens, c'est égal à sécurité. Pour moi, non, parce que de mon expérience, en fait, on m'a vraiment virée à l'américaine. Genre, limite, t'as tes cartons qui sont faits du jour au lendemain et tu dois partir. Après, ça a été un licenciement qui a été abusif avec des problèmes d'harcèlement, etc. C'est allé jusqu'au prud'homme, etc. Donc... histoire un peu compliquée, j'en parle très peu souvent, mais ça a été vraiment hyper éprouvant. Et du coup, finalement, mal pour un bien. Avec le recul, je me dis ça, tu vois, on parle souvent des signes et tout. Je me suis dit, vas-y, en fait, ça veut dire que c'est le moment, en fait, dans tous les cas, même si ça s'était bien passé au niveau humain, tu sais que c'est pas fait pour toi, donc c'est le moment de te relancer, te mettre à 100% dans ton activité.
Et donc, c'est après 1 an et demi de CDI, ouais, quasiment que... Du coup, comme j'étais au chômage, je me suis dit, c'est le moment et je me suis relancée à fond. Et là, il n'y a pas eu de retour en arrière. C'est depuis, du coup, je suis entrepreneuse franchement, je m'imagine pour rien au monde de revenir au salariat. Non pas que, tu vois, genre, je pense pas qu'il faille glorifier l'entrepreneuriat. Je pense vraiment que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est aussi beaucoup de responsabilisation, c'est aussi beaucoup de discipline, tu vois, et puis moi en plus c'est de l'entrepreneuriat en ligne, donc il peut y avoir ce côté aussi isolement, donc il faut quand même, tu vois, c'est pas fait pour tout le monde, mais moi en tout cas, par rapport à ma personnalité, mes objectifs de vie, etc., je sais qu'il pourra pas y avoir de retour en arrière, enfin franchement je suis trop heureuse de faire ce que je fais, et bien sûr qu'il y a des journées où je suis moins motivée que d'autres, mais globalement je suis trop heureuse, quoi. Donc le déclic, pour revenir à ta question, ça a été un peu ça, en fait, cette expérience dans le salariat, finalement, qui s'est mal passée. Et aussi un truc en moi, en fait, qui a toujours été là, tu vois, de quelque part, je veux faire mes propres projets. Et j'ai vraiment cette âme un peu d'indépendante. Je suis verso, alors je sais pas si ça compte, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y a des astrologues qui disent que les versos sont un peu comme ça, un peu sur le côté, genre on a envie de sortir des cases. Donc voilà, je dirais que c'est ça. Et aussi, un autre truc, c'est que, en fait, quand j'ai voulu me relancer à 100%, c'est aussi le moment où j'ai rencontré Tony. Et lui, il avait déjà son business, que lui, c'est vraiment un dinosaure du business en ligne. Clairement. Donc, lui, ça fait plus de 8 ans maintenant qu'il fait ça. Et du coup, je l'ai rencontré à ce moment-là. Et en fait, c'est là où je me suis dit, vas-y, c'est possible. Parce qu'en fait, encore à ce moment-là, tu vois, il n'y avait pas trop de rôle modèle. Il y avait beaucoup moins, tu vois, de nanas qui entreprenaient, qui étaient freelance, qui partageaient ça sur les réseaux et tout. Donc, c'était un peu flou pour moi. Je savais que c'était la voie que je voulais prendre, mais il y avait très peu de contenu et tout. Je galérais un peu à trouver ça. Et en fait, je l'ai trouvé chez Tony finalement. Et en fait, il m'a prouvé que c'était possible. Et du coup, je me suis dit, vas-y, en fait, je veux faire la même chose. Et j'ai commencé pas direct avec les formations, mais au moins avec mon expertise qui était le CM, du coup, parce que c'est ce que je faisais en agence de com. Ce qui m'a permis aussi d'avoir confiance en mes compétences quand même quand j'ai commencé aussi. Mais voilà, c'est un peu mon parcours. Ouais, c'est super inspirant et très intéressant aussi de voir qu'en fait, ta flamme entrepreneuriale, tu l'as toujours eue depuis que tu es étudiante et que tu savais que tu voulais faire quelque chose d'autre et c'était pas travailler pour quelqu'un. Donc, tu avais toujours ce truc-là en toi. Et tu parles de Tony, du coup, qui t'a pas mal inspiré, qui t'a montré que c'était possible, en fait, de travailler en ligne. Moi, j'aimerais bien, justement, te parler un peu de l'entourage. Généralement, enfin, moi, je vais parler de mon expérience perso, mais un peu comme toi, j'ai pas eu de rôle modèle. Du coup, quand je me suis lancée pour être prof de yoga, c'était le Covid. Évidemment, il n'y avait pas de studio, etc. Il fallait oublier. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour quand même partager tout ça, mais d'une manière digitale. Donc, j'ai commencé à donner des cours en ligne, etc. Et c'est ce qui m'a montré, et en tout cas donné confiance pour faire plus et pour vraiment me concentrer sur juste l'entrepreneuriat digital. Et j'ai eu de la chance d'avoir mon chéri qui travaille déjà en ligne. Et lui, son business, il est 100% digitalisé. Genre, il n'a jamais rencontré ses clients. Il sait pas, enfin, même ses clients ne savent pas trop à quoi il ressemble. Et pourtant, il gagne sa vie. Du coup, je me suis dit, si Sam, il le fait, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Et donc, je sais que parce qu'il était là, ça a été un de mes piliers, ça m'a poussé, ça m'a donné envie d'entreprendre et de le faire de cette manière-là. Du coup, toi, tu me parles aussi un peu de Tony. Est-ce que tu penses que pour les femmes aujourd'hui, tu vois, qui ont un projet, qui ont envie d'entreprendre et qui veulent se lancer à 100% en ligne, elles ont besoin d'avoir un entourage qui soit stimulant ou en tout cas qui les tire vers le haut et qui les pousse à croire en leur projet? Alors moi, je fais vraiment partie de la team. Je sais qu'il y en a qui disent oui, limite, il faut un peu renier les gens enfin, ton entourage actuel si tu veux faire plus et tout. Moi, je suis pas de cet avis-là. Par contre, enfin, vraiment, j'encourage justement les femmes qui ont ce genre de projet à se créer un nouvel entourage quand même. C'est-à-dire vraiment tu vois, en plus, franchement, pour le coup, à l'époque, c'était plus compliqué parce que justement, il y avait moins cet esprit entrepreneurial et ces groupes d'entrepreneurs qu'on peut retrouver aujourd'hui. Mais franchement, aujourd'hui, tu as grave de réseaux que ce soit digitalisé ou même en physique, qui existent, de freelance, d'entrepreneurs. Et du coup, vraiment, mon conseil, ce serait vraiment directement de s'entourer, de se faire... on appelle ça des business friends, entre guillemets, mais même si c'est pas ton chéri, comme nous, ça a été le cas, et du coup, ça nous a aussi aidés. Mais vraiment, au moins, de t'entourer de nanas qui ont un peu les mêmes ambitions que toi, les mêmes projets, et pour vraiment se soutenir, parce que, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls quand ils se lancent, et je le comprends, parce que moi aussi, je l'ai vécu à Partony, franchement. Personne n'est entrepreneur dans ma famille. Mon père, il travaille dans une station-service. Ma mère, elle était conseillère chez Pôle emploi. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout destinée à être entrepreneuse ou entourée d'entrepreneurs. Mais je pense que ouais, si c'est un projet, du coup, il faut quand même t'entourer de gens qui ont réussi à faire ce que tu veux faire ou qui ont les mêmes ambitions que toi. Et franchement, maintenant, il existe grave de choses, genre grave de clubs d'entrepreneurs. Je sais qu'il y a Kylian Talin, par exemple, qui a un club d'entrepreneurs. Ta pote freelance aussi, Bouge ta boîte. Enfin, il y a vraiment plein de choses comme ça. Il y a Bali aussi.
Bon, après, t'es pas obligé d'aller à Bali Bien sûr. pour ça, mais c'est vrai que si tu viens à Bali, bah forcément, pareil, tu rencontres plein de gens. Genre ici, la norme, c'est d'avoir un PC et de travailler en ligne. Donc ça aussi, ça peut être hyper stimulant. Mais c'est sûr que quand t'as pas des rôles modèles, bah il faut faire des choses pour justement pour rencontrer des gens. Je trouve que Internet et les réseaux sociaux, il y a un côté négatif, mais il y a aussi un côté hyper positif dans le sens où bah, maintenant ça t'ouvre les yeux en fait sur le monde et sur ce qu'il est possible de faire. Si on n'avait pas Internet, enfin même parce que moi j'étais inspirée aussi par Tony, mais Tony lui-même a été par exemple inspiré par des gens qui suivaient, par des créateurs de contenu qui suivaient, qui étaient aux États-Unis ou qui étaient même en France avant lui, et c'est comme ça qu'il a découvert ce monde-là. Mais en fait, si ça n'existait pas, genre ben, on n'aurait pas cette ouverture, tu vois, sur le monde, et on resterait dans nos villages, dans nos villes de base, et du coup, je pense qu'on n'aurait pas du tout les mêmes parcours, tu vois. Donc je pense aussi, c'est effectivement t'entourer et aussi suivre les bonnes personnes, les personnes qui t'inspirent. Pas te comparer non plus, parce que ça sert à rien de te comparer à des entrepreneuses qui ont déjà 10 ans de boîte derrière elles, mais juste prendre ce que tu as à apprendre et franchement, créer des réseaux comme ça, ne pas hésiter à, genre, franchement, à envoyer des messages aux gens. Genre, souvent, moi, on me dit oui, mais j'ose pas envoyer un message à telle personne parce que je me dis qu'elle va pas me répondre et tout, mais en fait, juste essaye. Et franchement, il y a beaucoup plus de gens, même s'ils ont plein d'abonnés et tout, qui répondent alors que tu n'aurais pas pensé forcément. Donc c'est juste ouais, essayer de prendre, de saisir les opportunités et pas avoir peur pas de changer d'entourage. Parce que moi, vraiment, je pense qu'il faut aussi pas renier, tu vois, genre les potes que tu avais avant ou les gens que tu pouvais avoir, mais genre juste se créer un nouvel entourage et qui va te stimuler et t'inspirer, quoi. Ouais, je pense que c'est quand même hyper important. Comme, tu vois, quand tu es en CDI, tu as des collègues et les collègues, ils ont la même vision du travail que toi, ou en tout cas, ils vont te pousser un petit peu à bosser et vous allez créer ce petit écosystème où vous allez normalement vous motiver un peu. Mais c'est vrai, quand tu es à ton compte et que tu es seul, si tous tes amis sont en CDI, ça va être très difficile de te challenger et d'avoir la discipline de te dire ok, il faut que je bosse, ok, il faut que je me challenge, ok, il faut que je sorte de ma zone de confort et tout. Et tu parlais de Bali. Clairement, moi je dis ça, je dis rien, mais c'est vrai là, que... on a une icône de Bali avec nous, donc... T'as quand même une opportunité quand t'es ici, surtout pour les francophones, de rencontrer des gens très facilement. Et il y a des endroits comme ça où tu peux facilement te créer des petites communautés de personnes qui vibrent un peu comme toi et qui vont te motiver à réussir ou qui vont en tout cas te montrer que eux ils l'ont fait, donc c'est possible pour toi. Et si t'as pas de référent, bah, c'est très difficile de te dire ok, c'est possible, tu vois. Donc aujourd'hui, de plus en plus de personnes travaillent sur les réseaux et sont digital nomades, et je trouve que c'est inspirant parce que du coup ça montre que c'est possible et que du coup, même pour les personnes qui sont encore chez elles et qui ont envie d'eux, bah, elles peuvent le faire parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait. Ouais, carrément. Est-ce que toi, tu as des personnes qui viennent te voir et qui te disent Jessica, moi j'aimerais trop me lancer, mais j'y arrive pas, j'ose pas, j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Bah alors ça, c'est le premier truc. Enfin, en plus, moi, sur la thématique d'Instagram, tu vois, il y a vraiment ce truc de... Le premier truc qui revient, c'est j'ose pas me montrer. Genre, j'ai peur. Limite, ouais, le premier blocage, c'est vraiment ça. C'est vraiment la peur de se montrer, la peur de faire des stories facecam. Alors là, mon Dieu, c'est encore pire que de créer un compte Instagram. C'est vraiment ce truc de la story facecam que je vois beaucoup, enfin, que je vois beaucoup chez mes clientes, et même pas que chez mes clientes, mais chez mes abonnés et tout. Donc, je pense que ouais, ça fait partie, ça doit être des choses que tu traites toi beaucoup aussi, mais c'est cette peur du regard des autres, tu vois, de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Et puis je pense qu'il y a aussi un truc très féminin, tu vois, genre moi, enfin, il y a aussi cette image, tu vois, genre que tu veux toujours renvoyer en tant que femme, parce que je pense que ça, c'est la société, tu vois, on doit être belle, on doit être parfaite tout le temps. Et en fait, moi, je travaille beaucoup là-dessus sur justement arrêter d'attendre que ce soit le moment parfait. Alors ça, c'est très féminin aussi. Arrêter d'attendre, même c'est bête, tu vois, mais d'avoir perdu du poids ou d'avoir perdu des boutons pour faire des stories. Ouais, clairement. Enfin, en fait, t'as beaucoup ce truc, tu vois, si on parle de choses concrètes, c'est ça, c'est beaucoup cette peur, en fait, du regard des autres et cette peur de se montrer. Maintenant, ce que je leur dis toujours, c'est que il n'y a pas de méthode miracle. Alors, il y a des choses qui font que, tu vois, ça peut être... ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut pas non plus... Enfin, tu n'es pas obligé, en fait, du jour au lendemain, tu t'es jamais montré, de faire une story face caméra, une vidéo pendant 5 minutes et de raconter tout ce que tu as fait et tout. Ça peut être des petites étapes en mode, au départ, tu postes une photo de toi, ensuite, tu postes une petite vidéo. Il y a aussi des sujets dans lesquels tu es plus ou moins à l'aise de t'exprimer, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, je pense que c'est aussi un déclic qui doit avoir lieu. Et tu dois te dire, ça fait peut-être un peu psychologie de comptoir, mais je vis pas pour les autres de toute façon. Tu vois, genre, c'est toi et ta vie. Et en fait, moi, j'ai un côté très rationnel aussi. Et en mode, qu'est-ce que tu peux gagner et qu'est-ce que tu as à perdre?
Et en fait, franchement, la vérité, c'est que dans la plupart des cas, t'as quasiment rien à perdre. Enfin, je veux dire, à partir du moment où, enfin, tu vois, quand tu veux lancer une activité, si on rationalise le truc, la plupart d'entre nous, on a quand même un chez nous. Au pire du pire, même si ça se passe mal, même si on galère, même si tout ce que tu veux, on a nos parents, enfin, on peut aller chez eux. Enfin, genre, je veux dire, Au c'est pire vraiment du le pire, ouais. pire du pire du pire qui puisse t'arriver, c'est ça, dans la plupart des cas. Donc, en vrai, enfin, qu'est-ce que tu as à perdre à te lancer, à essayer? Et après, si les gens, ils se foutent de ta gueule, ou parce que ça aussi, il y a un truc, tu pourras jamais empêcher les gens de parler, de s'envoyer des stories, si voilà, ils trouvent que c'est ridicule, etc. Maintenant, les gens, ils trouveront ça ridicule jusqu'au jour où ça marchera. Moi, ça m'est arrivé aussi. Tu sais, au départ, tu te montres comme ça et les gens... tu sais, enfin, t'as un peu, pas moqué, mais tu sens que c'est fait sous le ton de la rigolade, mais qu'il y a un peu de vrai derrière, en mode, les gens, ils sont là en mode, ils se foutent un peu de ta gueule, ou ils te... Tu sais, genre, t'es surnommé un peu l'influenceuse de la bande, machin, et tout, alors que c'est pas ce que tu fais de base, tu vois. Mais au final, ça peut faire le tri aussi dans tes amitiés. Et franchement, encore une fois, t'as tellement à gagner. Enfin, en tout cas, si tu sens que c'est fait pour toi, si tu sens que t'as envie d'être libre, franchement, tente. T'as vraiment, comme j'ai dit, si on rationalise le truc, t'as vraiment pas grand-chose à perdre. Tu disais que les gens avaient peur un peu du jugement des autres, et c'est vrai que enfin, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on est humain, c'est que, Clairement. tu vois, on a envie d'être accepté, et en fait, on a la peur du rejet, parce que le rejet, c'est genre la mort, limite. Enfin, t'es mis de côté et tout, t'es marginalisé, et c'est... Mon Dieu, enfin, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc c'est pour ça qu'on a cette envie d'être accepté et que tout le monde nous aime. Enfin, tu vois, faut être bien aimé, surtout nous les femmes. Enfin, s'il vous Oui. plaît, gardez-nous, on est bien, on est sympa. Et forcément, bah, quand tu entreprends, que tu es la seule de ta bande à entreprendre, en plus tu entreprends en ligne, donc tu es chez toi, limite tu es en jogging. Pour eux, tu fais rien, quoi. Et voilà, tu fais rien. Moi je sais que genre mon père par exemple, genre, quand je bosse depuis la maison, il me dit qu'est-ce que tu fais encore derrière ton ordinateur? Bah papa, je bosse en fait. Enfin, Tu vois que je fais quoi? Je mais regarde une vidéo YouTube. normalement, tu vois, les gens, ils vont au travail et tout. Je suis, bah oui, mais enfin, maintenant, le travail, il est comme ça aussi. Donc pour lui, c'était un peu challengeant de comprendre ça. Toi, tu me disais que ta famille n'était pas du tout dans l'entrepreneuriat. Enfin, genre, tu viens pas d'une famille où Pas du papa, tout. maman, grands entrepreneurs et tout. Comment ils ont vécu, toi, ton parcours, ton succès aussi? Comment toi, tu te sens par rapport à ça? Alors, c'est marrant parce que, je me retrouve grave dans ce que tu dis. Genre, moi, pour ma famille, je suis vraiment un ovni. En plus, on est quand même une grande famille. Tu vois, on a des gros repas des fois de famille où on est genre 40, 50. Et genre, le pire, c'est genre mes grands-parents. Parce que, encore, on parle des parents, mais alors les grands-parents, enfin, moi, enfin, en plus, quand je dis que je pars à Bali et tout, ils sont là, mais quoi? Qu'est-ce Qu'est-ce que tu que tu fais? En fait, t'es en vacances, quoi. Enfin, pour eux, c'est vraiment ça. Comment ils l'ont vécu? Alors, moi, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, vraiment. Alors, autant mes parents sont pas du tout entrepreneurs, mais ma mère m'a toujours fait énormément confiance, m'a toujours dit écoute, si tu as envie d'être coiffeuse, sois coiffeuse, si tu as envie d'être journaliste, sois journaliste, si tu as envie d'être entrepreneuse, bah sois entrepreneuse. Franchement, j'ai jamais j'ai toujours ressenti du soutien. Tu vois, typiquement, je sais qu'il y a plein de mamans qui sont mais ça c'est pas fait de manière méchante, je pense, tu vois, mais je sais qu'en échangeant justement avec des entrepreneuses, il y en a plein qui me disent bah moi ma mère tu vois, genre elle projette ses peurs sur moi en mode bah il faut de la sécurité, tu sais là tu vas te lancer dans un truc et tout. Moi ma mère pas du tout. Genre franchement, elle m'a toujours dit bah en fait j'ai confiance en toi, fais ce que tu sens, fais ce que tu as envie. Donc j'ai vraiment aucun truc à dire là-dessus. Après c'est plus effectivement de la part de ma famille un peu plus éloignée où là tu as des réflexions, où là c'est beaucoup moins facile d'être accepté. Mais en tout cas du côté de ma mère, franchement je la remercie énormément pour ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tu sais, enfin voilà, ta construction, elle se fait aussi beaucoup par rapport à ton enfance. Et du coup, c'est vrai que je me suis toujours sentie très soutenue par ma mère. C'est une vraie chance que tu as eue d'avoir une maman comme ça qui te soutient, qui croit en toi. Ouais. Mais par contre, ce qui est marrant par rapport à elle, parce que, alors moi, j'ai vraiment une mère anticonformiste, mais même, elle m'a toujours dit, ça a été un gros problème aussi pour moi par rapport à mon rapport à l'argent. Autant elle m'a toujours soutenue dans mes projets et tout ça, vraiment pas de problème. Mais elle a toujours eu cette image, alors elle a été dans le social, très gaucho de base, etc. Et en fait, elle a toujours été en mode, les riches, limite, C'est mal. C'est mal. Voilà, l'argent, c'est mal. Les riches, c'est tous des... Enfin voilà, t'as compris, je vais pas le dire pour pas me faire biper, mais voilà, c'est vraiment... ça a toujours été ce côté-là qu'elle m'a montré, en tout cas, dans cet avis-là qu'elle m'a exposé. Et du coup, c'est vrai que maintenant que moi, je gagne bien ma vie et que je fais un peu partie de ce côté-là, je vois aussi qu'elle a changé un peu d'état d'esprit là-dessus. Et elle se dit, bah vas-y, tu peux aussi...
bien avoir de l'argent et être une personne bien. Et en fait, moi, je suis persuadée maintenant que, tu vois, l'argent, c'est juste un amplificateur et qu'en Bien fait, sûr. effectivement, si t'es une mauvaise personne, tu vas être encore plus une mauvaise personne. Mais si t'es une bonne personne, tu vas être encore plus une bonne personne et faire, entre guillemets, le bien autour de toi, même si, bon, je prétends pas être Mère Teresa. Hein. Mais c'est vrai que j'ai vu ça comme évolution chez elle et ça m'a beaucoup challengée. Alors, tu vois, pas sur le truc de, ouais, du coup, je vais être rejetée par ma famille, mais sur ce truc de rapport à l'argent et de, ouais, j'ai le droit de gagner de l'argent, j'ai le droit même de gagner beaucoup d'argent et c'est pas une mauvaise chose, quoi. Et comment tu l'as travaillé ce rapport à l'argent? Parce que tu vois, en France, c'est très tabou. Même moi, j'en parle pas. J'en parle très rarement, à part dans des coachings, tu vois, avec des femmes en individuel, quand on a des croyances limitantes par rapport à l'argent. Moi, je sais que j'ai eu une famille très tournée autour de l'entrepreneuriat, pour le coup. Mes deux parents sont entrepreneurs. Ok. Et l'argent, ça n'a jamais été un tabou dans la famille. Genre, on a toujours parlé d'argent. C'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux gagner notre vie, mieux s'en sortir. Et l'idée, c'est que l'argent, c'est bien, en fait, parce que tu peux faire le bien autour de toi. Et vu que mes parents sont immigrés, il y a toujours ce truc de donner à la famille au Maroc et les aider. C'est des grandes familles, donc tu fais de l'argent pour pouvoir aider les autres. Donc il y a toujours eu ce côté, l'argent en fait c'est bien parce que ça aide les personnes qui en ont besoin. Et donc moi j'ai grandi avec cette mentalité-là, puis j'ai étudié au Canada, donc la mentalité genre anglo-saxonne, donc très make money, genre c'est important, l'argent, 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 donc très, enfin je dirais pas matérialiste, mais voilà, l'argent c'est important et il faut en faire et c'est pour ça qu'on est là. J'étais très dans ce mindset pendant un moment. Et puis je suis tombée dans le yoga, où là si tu veux, on te dit déconnecte-toi du matériel. On te dit pas que l'argent c'est pas bien, mais t'es pas là pour ça. Du coup, moi je suis très vite tombée dans genre le social. J'ai envie d'aider tout le monde, mais du coup je veux pas fixer de tarifs qui sont trop élevés parce que je veux pas que cette pauvre personne elle galère et tout. Donc du coup je vivais pas correctement parce que je fixais pas des tarifs qui étaient justes et pas à la hauteur pour que je puisse avoir une vie correcte. Et puis après, tu vois, ça a fait un petit peu son bout de chemin dans ma tête et je me suis dit, mais pas du tout. Tout peut faire du sens. Je peux très bien aider les gens, aider les femmes, apporter du bien-être autour de moi et bien gagner ma vie. Ouais. Pourquoi est-ce que je vais me retrouver pauvre juste parce que je fais le bien? Ouais, en fait, on a trop tendance à opposer les deux, alors qu'en vrai, ça peut très bien cohabiter et tu peux très bien être une très bonne personne, faire du bien et en même temps Exactement. très bien gagner ta vie. Mais je suis d'accord avec toi, c'est très français. Franchement, pour le coup, cette question de l'argent, en ayant voyagé aussi, et enfin, tu le vois vraiment en France, on a un tabou de fou avec l'argent et on a tendance à mettre tous les gens dans le même panier. Et ça, franchement, c'est hyper dommage. Après, là, on arrive plus à un sujet un peu sociétal, mais qui moi me passionne. Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont compliqués à aborder parce que, tu vois, moi, j'en ai déjà fait des stories, etc., sur même un peu la place des entrepreneurs dans le système en France et tout. Et c'est pas toujours hyper bien pris parce que tu touches à des sujets un peu politiques et tout en même temps, donc ça vient beaucoup challenger les gens. Mais je trouve ça dommage que tout le temps on pose salarié, entrepreneur, l'argent c'est mal, le social c'est bien, mais comme si on les opposait, tu vois, alors qu'au Ouais, final ça n'a pas à être opposé. Et franchement ça c'est une hérésie parce qu'en fait ça pourrait être un cercle vertueux de fou. Et voilà, moi je suis vraiment contre ça. Maintenant c'est vrai que pour moi, ça, justement comme j'ai baigné là-dedans, en fait quand j'ai commencé, alors toi c'était plus lié à ton industrie du coup, moi c'était plus lié à mon mindset parce qu'en vrai dans mon industrie, normalement les gens ils ont pas de problème, tu vois, à fixer des tarifs hauts et à faire plein d'oseille. Mais moi du coup comme j'avais toujours ce truc de faire de l'argent. En fait, genre, c'était juste, il faut faire de l'argent, mais de manière raisonnable. Genre, si tu fais 2 500 € par mois, 3 000, c'est bien. 3 500, c'est bien. Mais plus, c'est que c'est pas normal et que, voilà. Donc, en gros, ce qui m'a fait au départ fixer des tarifs qui étaient bas. Je pense aussi mélanger au syndrome de l'imposteur de j'ai pas non plus 10 ans d'expérience derrière moi. Donc, je me rappelle, je faisais du coaching, des séances de coaching à 50 €. J'y passais 2 heures et encore, c'était sans compter le temps de préparation de la séance de coaching. Donc, j'étais pas du tout rentable. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai pris conscience aussi de mes compétences, de ce que j'apportais par rapport au prix en fait, que les nanas payaient. Et je me suis dit, vas-y, arrête. En fait, tu sais très bien que tu as des projets de vie. En fait, tu dois gagner de l'argent pour atteindre ces projets de vie, pour pouvoir investir en IMO, pour pouvoir, pareil, avoir une belle vie. Parce que après, oui, c'est peut-être égoïste, mais je pense qu'on a tous une part d'ego aussi. Et oui, moi, je veux aussi avoir une belle vie, pouvoir
juste ne pas me prendre la tête avec est-ce que, tu vois, ce resto, il est trop cher, pas assez cher. Enfin, genre, en fait, je veux pouvoir ne pas avoir le luxe de pas me poser de questions. Je suis pas non plus en mode, j'ai envie de m'acheter une Lambo ou quoi que ce soit, c'est pas un goal, mais genre juste de pas avoir de problèmes financiers au quotidien et de pouvoir aussi un peu redistribuer. Tu vois, tu parlais de ta famille, moi, c'est pareil. Genre, en fait, quel plaisir de gagner grave ta vie quand tu peux mettre bien après tes parents et tout. Enfin, moi, je sais que tu vois, ma mère, à chaque fois, elle paye plus aucun resto. Enfin, genre, je suis contente de l'aider à chaque fois dès qu'elle a une dépense. Je lui dis, bah écoute, moi, je peux payer. Enfin, et en fait, j'ai vu que en gagnant de l'argent, il m'arrivait que des choses positives. Ma vie, elle était mieux. Je pouvais aussi voyager, enfin, faire vraiment plein de choses. Et en fait, je pense que j'ai eu aussi, quand même, justement, au moment où j'ai switché, où j'ai fixé mes tarifs un peu plus haut, j'ai vu aussi de plus en plus de nanas qui parlaient d'entrepreneuriat et de sous aussi, beaucoup plus qu'avant, encore une fois. Et en fait, j'ai fait la corrélation en mode, pour moi, c'est des bonnes personnes, je sais qu'elles font les choses bien et elles gagnent beaucoup d'argent. Et du coup, ça fait pas de elles des mauvaises personnes. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je veux faire pareil. Et je vois pas pourquoi je me priverais. En fait, c'est pas parce que. Parce qu'en fait, souvent, j'ai eu cette croyance, tu vois, justement, comme j'ai vu ma mère. En fait, peu importe le niveau de travail qu'elle fournissait, même si elle s'investissait à fond dans ses tafs, elle gagnait, je sais pas, le maximum qu'elle ait fait, c'était peut-être 2500 € par mois. Et encore, je sais même pas si elle a eu ça un jour. Mais bref, elle a toujours galéré, tu vois, financièrement parlant. Et en fait, quelque part, dans ma tête, j'étais en mode, ok, j'ai quand même toujours été un peu ambitieuse en mode, j'ai envie d'avoir une vie mieux pour moi, en tout cas ce que je considère être mieux pour moi. Mais en même temps, tu vois, quand tu as eu toujours, enfin, quand tes parents, pareil, mon père, je pense qu'il gagne 1500 € par mois, tu vois, quand tu as tes deux parents qui gagnent ça, bah forcément, c'est ta référence, c'est ta norme. Et du coup, à un moment, j'étais là, au bout de 6 mois d'activité, j'avais fait mon premier mois à 5000 €, tu vois. Et j'étais là, mais en mode, mais comment c'est possible que je gagne 5000 € alors que je fais un travail que j'aime? Tu vois, parce qu'il y a aussi beaucoup ce truc de normalement, tu dois pas trop aimer ton travail, Exactement. sinon c'est bizarre. Et je m'étais dit vraiment, mais what the fuck, genre t'es à Bali, genre tu vis ta meilleure vie et sans dire que après par contre je veux pas dire, enfin j'ai beaucoup travaillé, genre je l'ai mérité, tu vois, parce qu'il y a quand même ce truc où tu faut Ça aussi t'est donner pas les tombé moyens. dessus. Ça m'est pas tombé dessus, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ce truc mindfuck en mode, ok, donc jusque-là, j'étais jusqu'à 3000 €, je me disais que c'était plus ou moins normal. Mais là, je commence à passer des paliers où je me dis, mais en fait, je suis pas trop légitime et tout. Et en fait, je me dis, bah si, en fait, t'as pas forcément à galérer de fou pour gagner ta vie. Et en fait, l'argent, c'est une énergie, tu vois. Donc let's go en gagner plus, quoi. Ouais. Comment tu as réussi à revoir tes tarifs, justement? Tu me disais que tu étais passé à 50 €, enfin, tu avais commencé à 50 € Ouais, de l'heure pour le ouais. coaching. Puis après, tu as compris que tu n'allais pas aller très très loin comme ça. Ah, pas très rentable, non. Euh, Ça a été progressif. En vrai, ça a été quand même vachement progressif. Je suis pas passée de 50 € de l'heure à 600 € de l'heure en 2 semaines. Ça, c'est normal aussi. Mais maintenant, quand tu fais le calcul, avant, c'était 50 € les 2 heures. Et maintenant, ma séance de consulting, je la facture 300 € de l'heure, tu vois. Donc, en fait, ça a été progressif. À un moment donné, j'ai un peu switché parce que je me suis dit, en fait, c'est aussi, ça vient avec la crédibilité que tu as. Quand tu vois que bah, tu as la preuve sociale, tu as les résultats, bah, en fait, ça légitime un peu plus ton augmentation de prix. Et puis, en fait, au fur et à mesure, comme au départ, j'étais sur du CM, après, je me suis dit, bon, bah, comment est-ce que je peux un peu mieux gagner ma vie? Je peux faire du coaching. Donc, j'ai fait du coaching. Et ensuite, je me suis dit, bah, comment est-ce que je peux encore plus gagner ma vie que dans le coaching sans trop facturer mon temps? C'est ce qui est vrai en soi. On critique beaucoup ce terme, mais en vrai, c'est vrai. La formation en ligne, tu factures quand même moins ton temps. Et donc, du coup, j'ai peu à peu switché un peu de business model. Mais du coup, ça m'a permis vraiment d'atteindre je fais pas le million, hein, pas du tout. Et par contre, ça c'est encore un autre sujet, mais je veux pas non plus, justement, moi c'est toujours comment est-ce que je peux faire le plus d'argent possible, mais en respectant mes non négociables et sans non plus bosser 13 heures par jour. Si tu me dis tu bosses 13 heures par jour, mais tu fais, je sais pas, 100 000 € par mois, je le fais pas, tu vois. Genre ça m'intéresse pas. Genre moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans le processus créatif, parce que je suis très créative et je suis très passionnée par ce que je fais, par la création de formation, la transmission aussi. Donc comment est-ce que je peux faire tout ça, mais sans non plus tomber dans un truc où je fais que bosser et où j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus de temps pour ma famille, j'ai plus de temps pour mes amis, j'ai plus de temps pour mon bien-être. Et en fait, moi je dis souvent ça, mon but c'est pas d'être la meilleure entrepreneuse du monde, c'est pas d'être l'entrepreneuse qui fait le plus gros CA, c'est juste d'être la plus alignée avec qui je suis et d'être équilibrée un peu dans tous mes domaines. Donc d'avoir un bon business qui est rentable et qui du coup me permet quand même de bien vivre parce qu'encore une fois on l'a dit, c'est très important, mais d'avoir du temps pour faire mon sport, pour aller voir des chiens. C'est marrant que je dise ça en deuxième, mais parce que pour moi, c'est ta vie. C'est ma vie, les chiens, donc voilà. Pour être avec mon mec, pour passer du temps avec mes amis, pour voyager, pour
Vraiment, en fait, parce qu'il y a aussi ce bad side un peu de l'entrepreneuriat où tu vois, genre, ça, c'est une discussion que j'ai plus avec les profils un peu plus avancés, mais genre, où, en gros, où je place la limite, parce que, en fait, finalement, je suis ma pire propre patronne, quoi. Et c'est un peu c'est compliqué des fois d'avoir le juste milieu parce que forcément tu veux toujours plus, mais c'est toujours à quel prix. Et en fait, moi je sais que ça sert à rien que je fasse plus d'argent si c'est pour être plus malheureuse, si c'est pour genre subir mes journées. Enfin, moi en fait, ma meilleure vie c'est de bosser 5 heures par jour. Et au départ, bien sûr que je bossais plus, parce que je pense aussi quand même que tu vois, il faut pas non plus trop se comparer à des gens qui sont lancés depuis 5 ans, depuis 10 ans, parce que forcément, ils ont mis en place des choses qui font qu'aujourd'hui, ils travaillent moins. Tous les entrepreneurs qui ont du succès que je rencontre aujourd'hui, ils ont quand même eu cette phase en premier où ils comptaient pas leurs heures. Alors, sans dire, t'es pas obligé de faire 13 heures par jour, encore une Bien fois, sûr. mais un minimum, tu vois, 7-8 heures qui étaient là, qui étaient hyper disciplinés, parce que ça aussi, c'est important quand même, faut pas rêver et il faut arrêter de croire aux rêves des fois qu'on peut vendre. Mais en tout cas, c'est possible aussi voilà, de très bien gagner sa vie et d'être équilibré. Je pense que c'est un peu aussi ta vision Complètement. du business. Mais c'est ça, c'est pour ça que pour moi c'était important de t'avoir ici, c'est que je trouve que tu incarnes parfaitement la femme qui entreprend et qui construit un business qui est au service de sa vie, qui est aligné avec sa vie. Et je sais que ça parle beaucoup aussi aux femmes que j'accompagne, il y en a, elles sont mamans, donc elles veulent travailler, avoir leur projet entrepreneurial, mais à côté, elles veulent passer du temps avec leurs enfants, elles veulent faire leur sport, elles veulent, tu vois, passer du temps pour elles aussi, prendre soin d'elles. Et du coup, toi, tu nous montres que, en fait, c'est possible. Toi, grâce à Instagram, et c'est ce que tu expliques au quotidien, que tu peux monétiser en fait tes connaissances et donc du coup réussir à avoir un business par la suite et vivre correctement et bien vivre même dans ta vie. Et je trouve ça vraiment très très cool. Est-ce que là, toi, tu as des conseils peut-être pour des femmes qui sont dans cette situation que je te décris et qui ont envie de mettre la première pierre, tu vois, dans l'entrepreneuriat, genre mettre le premier pied, on va dire, dans l'entrepreneuriat? Quel serait ce petit conseil-là? Par rapport au fait justement de construire plus un business au service de sa vie. Je pense que dès le début, tu peux avoir des non négociables. En mode, dès le début, tu peux te dire, bon bah ok, moi je veux me lancer dans un business, mais pour moi, mes non négociables, c'est ma séance de sport, c'est, je sais pas, de passer du temps avec mes enfants. Si j'ai des enfants, typiquement, je sais pas, le mercredi, je sais pas si c'est toujours pareil, parce qu'en vrai, j'ai pas d'enfants, j'en sais rien. Mais à l'époque, en tout cas, on travaille, on n'avait pas école. Donc si tu as envie d'être avec tes enfants le mercredi, bah, te dire le mercredi, je travaille pas. Et en fait, quand tu as rempli toutes ces cases dans ton emploi du temps, bah, tu te dis, ok, par contre, le reste, il faut que je sois focus, il faut que je sois disciplinée. Donc, c'est quand même se mettre un cadre dès le début, un cadre qui correspond quand même, tu vois, à tes ambitions et au fait d'avoir un business qui est équilibré. Je pense avoir une vision aussi, tu vois, alors moi, j'aime pas ce truc de vision sur 5 ans ou sur 10 ans, franchement, je trouve que les choses, elles changent tellement. Enfin, genre, vraiment, moi, si tu me poses cette question, j'en ai aucune idée d'où je serai dans 5 ans, donc c'est pas ça, mais plus se dire comment est-ce que je vois la structuration de mon business, est-ce que j'ai envie d'une grosse boîte ou pas du tout. Tu vois, typiquement, j'en parle avec plein d'entrepreneuses et même je le vois avec... En fait, c'est marrant de voir les business des uns et des autres parce que des fois, tu fais la même chose et en fait, t'es pas du tout structuré pareil. Et moi, je sais que, tu vois, typiquement, ce que j'ai jamais voulu, c'est prendre des salariés. Donc moi, je travaille que avec des prestataires parce que je trouve qu'ils sont plus indépendants et puis il y a aussi plus de flexibilité. Et, par exemple, bah, tu veux employer des salariés en France, bah, tu sais que ça va être une charge de travail, une charge managériale et du coup, ça va te demander plus d'énergie. Donc moi, j'avais quand même une vision dès le début, tu vois, même si j'étais prête à bosser et entre guillemets à me saigner, mais je savais dès le début que je voulais pas monter un truc énorme, que je voulais une petite équipe de 3 à 4 personnes maximum, des prestataires en freelance et aussi savoir sa zone de génie, tu vois, enfin ce que t'aimes faire. Après, c'est compliqué des fois parce que quand t'as pas encore testé, tu sais pas trop encore. Mais moi, typiquement, maintenant, je sais que le management, c'est pas mon truc. Moi, là où je prends mon kiff, c'est genre création, transmission. Donc, tu vois, se créer aussi un business autour de ça. Vraiment te dire, qu'est-ce que... Moi, j'aime bien l'exercice de l'ikigai aussi, tu vois. Là, on parle plus de mission et du coup de dans quoi, tu vois, je peux exercer et dans quoi je peux créer un business. Mais je trouve que... En fait, on parle souvent du pourquoi et je trouve que c'est aussi intéressant. Mais je trouve que l'ikigai, c'est un peu mieux parce que des fois, tu vois, ce truc du pourquoi, j'ai l'impression que les gens... ils ont l'impression du coup qu'ils doivent sauver le monde, qu'ils doivent trouver une mission. Oui, c'est toujours quelque chose de très deep, De très deep, énorme. ouais, de fou. Alors que tu vois, genre tu peux aussi te lancer juste parce que bah, t'as envie d'un peu plus de liberté, de passer du temps avec tes enfants, de plus profiter de ta vie, d'avoir moins d'horaires, enfin moins de comptes d'horaires, etc. Et en fait, c'est pour ça que j'aime bien cet exercice de l'ikigai parce que c'est vraiment la jonction, c'est entre ce que le monde a besoin, ce pourquoi tu peux être payé, ce dans quoi t'es bonne et je sais plus ce que c'est le dernier, mais bref.
c'est vraiment, tu vois, trouver un truc qui est cohérent avec tes appétences, tes compétences et aussi, tu vois, la vie que tu vas avoir. Et voilà, et c'est pour ça que je pense que tout est une question de personnalité. En fait, tu dois vraiment partir de toi et de ce qui te drive, tu vois. Je pense que le meilleur des pourquoi, en fait, c'est un pourquoi un peu plus personnel où effectivement, bah, tu te fixes des non négociables, peut-être plus sur ta vie perso, etc. Et un pourquoi un peu plus au monde sans dire de révolutionner et de faire des trucs de fou et tout, mais juste d'avoir un truc quand même qui te fait sens au quotidien. Tu vois, où tu te dis, bah, ok, je travaille pas dans le vent, je travaille quand même pour un truc qui est un peu plus, qui est un peu plus, qui contribue un peu plus à quelque chose qui me dépasse, tu vois. Et je pense que là, tu as trouvé ce qu'il faut faire, quoi. Mais je pense que c'est juste un équilibre à avoir. Après, c'est compliqué parce que des fois, une fois, une amie m'a dit ça, tu vois, genre, l'équilibre, c'est surtout une succession de déséquilibres. Et je pense qu'il y a J'aime beaucoup bien. de vrai là-dedans. Parce que je pense que c'est impossible d'avoir toujours des journées où tu es 100% équilibré. Et tu vois, ben moi par exemple, même si je pense avoir un bon équilibre, les périodes de lancement, bah, je fais que travailler. Et après, par contre, je sais que je vais avoir des semaines un peu plus slow. Et tu vois, donc tout est une question de balance, mais pas forcément sur toutes tes journées qui doivent être balancées, plus sur une globalité, sur un an, genre ok, est-ce que. Et puis s'écouter quoi. Mais, Justement, je voulais t'en parler parce que tu parlais de tes non négociables. C'est quoi tes petites pratiques un peu au quotidien pour prendre soin de toi? Alors moi, j'ai besoin de ma séance de sport. Ça, c'est vraiment un non négociable le matin. Un autre non négociable, et ça va paraître fou, parce que c'est vrai que quand tu vois entrepreneur, tu te dis, tu sais, ça fait penser directement au Steve Jobs, au Elon Musk et tout, mais justement, moi, c'est tout l'inverse. Justement, je n'aimais pas de réveil le matin. Donc ça, pareil, c'est un non négociable. Genre, je me réveille le matin. Alors ça, je pense que quand t'es maman, c'est peut-être un peu plus compliqué pour le coup. Mais moi, je n'aimais pas le réveil le matin. Genre, vraiment, je me réveille quand mon corps, il me dit de me réveiller. Et ça, franchement, c'est un luxe. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc, tu vois, c'est que comme j'ai déjà été salariée, parce que souvent on me dit comment tu fais pour rester motivée au quotidien et tout, et je suis en mode, mais en fait pour moi c'est même pas une question, parce qu'en fait j'ai tellement vécu la vie que je voulais pas avoir. Maintenant en fait j'ai pas besoin de me motiver le matin parce que je veux continuer à avoir cette vie-là. Donc non négociable, ne pas mettre de réveil le matin. Ma séance de sport après. À Bali pareil. Bah, en plus ce qui est trop bien c'est que des fois justement comme tu sais, tu te lèves le matin, la France n'est pas encore réveillée, t'as pas de notif. Donc moi, des fois, il y a même des journées où je fais ma séance de muscu le matin et du paddle le soir ou du yoga le soir, où j'ai même double activité. Mais ça, c'est hyper important pour moi de rester en mouvement, tu vois. Donc ça, c'est un autre non négociable. Autre non négociable, c'est de pas mettre de notification. Ça, c'est important et je pense qu'on peut même le faire quand on est en business, tu vois. Souvent, il y en a qui se trouvent l'excuse d'un non, mais moi, je travaille sur les réseaux, donc je suis obligée d'avoir des notifs. Non. Moi, je vais dans mes DM 2 fois par jour et c'est déjà pas mal, tu vois. Je suis pas obligée d'avoir une notif à chaque fois que j'ai un DM, à chaque fois que j'ai. Pareil, pour mes clients, bah, ils peuvent me contacter, mais genre, je suis pas obligée de répondre dans la minute, tu vois. Genre, je me laisse vraiment. Ça aussi, c'est important pour moi de poser un cadre, tu vois. Même dans le. En fait, je pense pas que le client soit roi. Je pense vraiment juste que en fait, c'est à toi de mettre les termes voilà, tu as une promesse, tu as des conditions, la page de vente, elle doit être précise, mais tu es juste tenu de tes engagements et tu n'es pas tenu spécialement de plus, donc il faut aussi savoir poser un cadre, et ça c'est important, et ça te permet en fait d'avoir aussi plus de sérénité au quotidien. Au non négociable, c'est de pas travailler le week-end. Après, si j'ai envie de travailler, je vais travailler, tu vois. Mais de base, quand même, d'avoir un rythme comme ça où je travaille pas le week-end. Et de plus en plus, de prendre des vacances, ça, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Genre vraiment, beaucoup de mal. Genre, mes 3 premières années d'entrepreneuriat, en fait, je pense que j'étais tellement dedans que même quand j'essayais de prendre des vacances, genre, j'avais envie de travailler, j'avais du mal à pas ouvrir mon ordi, c'était vraiment un Ça, tu enfer. sais que t'aimes vraiment ce que tu fais quand t'en Ouais, es c'est là. sûr. Mais c'est pour ça que je pense que c'est aussi hyper. Tu vois, j'ai même envie de dire, si finalement t'en ressens pas le besoin, le fais pas, tu vois, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant j'apprécie de plus en plus quand même les moments où je me dis, pendant 4 jours, tu vois, ou pendant l'été dernier, j'étais partie à Ibiza avec des potes. Mais genre vraiment, je coupe totalement et ça me fait quand même du bien. Et je pense que quand t'as un métier créatif aussi, c'est important. Mais voilà, je pense que ça fait pas mal de non négociables. Mais ce qui est bien, c'est de dire que effectivement, en fait, tout dépend de toi. Tes non négociables, je pense qu'ils sont différents des miens. Tu vois, on a tous. En fait, c'est juste qu'est-ce qui est vraiment important pour toi pour être heureuse au quotidien. Et en fait, ça, c'est compatible avec un business, tu vois.
Et du coup, c'est important de le faire dès le début, de faire ce travail-là pour vraiment prendre la bonne direction. Parce que comme je l'ai dit, genre, on s'enferme vite dans un truc où en fait, au final, t'avais pas signé pour ça, tu t'étais pas lancé pour ça. Il y a tellement de gens qui en fait se lancent de base pour la liberté et au final, ils sont plus du tout libres. Oui. Ça leur retourne à faire des calls. Enfin, ils ont des équipes énormes, des responsabilités énormes. Et moi, c'est tout ce que je veux pas, quoi. Donc, c'est hyper personnel, mais c'est important de le faire. Mais encore une fois, je trouve que c'est inspirant et c'est aligné avec toi et ta vision. Et moi, j'aspire aussi un peu comme toi, tu vois. Je recherche pas du tout la grosse équipe. Si je fais le million, très bien, mais faisons le million en petit comité. Voilà, mais on n'est pas, enfin, je veux pas manager, enfin, ça ne m'intéresse absolument pas. Et ouais, les non négociables, tu vois, de prendre du temps pour soi. Personnellement, c'est ma pratique tous les matins de yoga à mon rythme et passer du temps avec mon chéri, genre toujours avoir un moment dans la journée, on est juste tous les deux, où on parle, où on se stimule intellectuellement. Et je trouve que c'est hyper important. Voir aussi des amis, voir ma famille, pouvoir les faire voyager. Enfin, voilà, tout ça, c'est important, mais parce qu'on sait que c'est important. Et du coup, je trouve que c'est, enfin, pour les femmes qui nous écoutent, vraiment d'avoir conscience de pourquoi est-ce qu'elles veulent se lancer, qu'est-ce qu'elles veulent faire et quel cadre elles veulent avoir, parce que c'est ça qui va les amener dans la bonne ou la mauvaise direction. Et souvent, on a cette image de l'entrepreneuriat comme quoi c'est dur, c'est fastidieux, c'est non-stop. En plus, si tu as un business sur Instagram, genre tu penses qu'il faut que tu partages toute ta vie et genre tout. Alors que, encore une fois, tu es l'exemple de celle qui parle juste de son boulot, de sa mission et that's it. Genre, enfin, ça fait longtemps que je te suis et tu partages jamais tes week-ends. C'est très très rare, à part si ça a un lien avec ton boulot. Mais sinon, enfin, t'es une femme très privée. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Tu vois, quand tu ne travailles pas. Ouais, ça c'est important. Et ça, c'est important pour toi, voilà. Donc, du coup, tu le fais. Et c'est important pour les femmes aussi qui ont envie de se lancer et qui veulent pas du tout partager leur quotidien. Mais elles peuvent aussi réussir sans avoir à montrer leurs enfants ou montrer leur maison ou parler de ce qu'elles ont fait le week-end. Donc, En fait, les gens, ils ont tendance à confondre. Certes, il faut humaniser ton compte. Bien sûr. Et donc montrer la personne qui est derrière, la professionnelle qui est derrière. Et donc, moi, ça, je le dis tout le temps, effectivement, partager des messages, des convictions, mais qui restent professionnels. Mais après, c'est à toi de mettre la limite entre ce que tu veux partager et ce que tu veux pas partager. Et en fait, tes amis, ta famille, si t'as pas envie de les partager, en fait, t'es pas obligé, t'es pas influenceuse, lifestyle, enfin, clairement pas. Et ça, c'est vrai que c'est un gros cliché que moi aussi, on me dit souvent en mode mais moi, je suis pas influenceuse et tout. Mais en fait, on te demande pas de partager tes salades repas le midi. Enfin, tu peux le faire, mais si vraiment t'es ok avec le fait de le faire. Et moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est effectivement de relier des fois des choses, mais plus par rapport à ta thématique. Mais là, on rentre un peu plus dans le côté concret, stratégique, tu vois, ça m'attrape dans ce limite, je suis en mode, j'ai des conseils sur Instagram. Mais oui, c'est sûr qu'il faut faire la distinction entre. Enfin, tu vois, cette barrière entre vie privée et vie pro, elle peut aussi être très bien faite. Et voilà, t'es pas obligé de tout partager pour avoir un business, quoi, enfin, pour réussir dans ton business. Ouais, et puis voilà, juste de savoir qu'est-ce qui est important pour toi, et puis ça, tu le mets en avant, et si ça ne l'est pas, tu le gardes pour toi, et tu peux garder quand même quelque chose de très privé tout en ayant un business en ligne, donc assez intéressant. Du coup, pour clôturer un petit peu notre interview, est-ce que tu as un petit conseil là, que tu pourrais donner aux femmes qui nous écoutent, qui ont envie de se lancer, qui veulent oser un petit peu l'entrepreneuriat, qui ont envie d'avoir elles aussi un business qui est aligné à leur mode de vie? Quel serait ce petit conseil? Ouais, c'est dur. Un conseil, vraiment si je prends de la hauteur et tout, et vraiment que je pense voilà, aux nanas qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas, je dirais de pas penser que c'est réservé qu'aux autres, de pas penser, enfin tu vois souvent, encore une fois c'est des problématiques très féminines, mais genre en gros, ah mais moi je suis pas assez extravertie pour m'afficher sur Instagram, ah mais moi j'ai pas assez de compétences pour développer un business, ah mais moi j'ai pas assez de réseau, ah mais moi je suis trop comme ceci, pas assez comme cela, nanana. Et en fait, de penser en plus en regardant des comptes d'influenceuses ou d'entrepreneuses, de se dire, c'est souvent on a tendance à dire, en fait, c'est pas pour moi, genre moi, c'est réservé qu'aux autres, et de penser que les autres ont quelque chose en plus. Et alors qu'en fait, c'est complètement faux. En fait, les gens, tu vois, même ici, quand tu rencontres des gens sur Bali, il y en a tellement. En fait, les gens qui ont réussi, c'est pas des gens qui sont exceptionnels, qui sont
des orateurs qui ont un truc en plus. C'est juste des gens qui ont osé plus que les autres et qui ont juste décidé à un moment donné qu'ils aspiraient à mieux et qui sont un peu sortis les dos des fesses et qui se sont dit bon bah ok j'arrête de me trouver des excuses et j'essaye tu vois. Et en fait on a trop tendance à penser qu'on est les seuls à douter. Ça aussi j'aimerais dire que c'est faux. On en revient peut-être à la confiance en soi mais alors certes moi maintenant j'ai plus confiance en moi professionnellement parlant qu'avant mais quand je me suis lancée j'avais pas confiance. Même maintenant si je dois créer un nouveau business ou en fait on a toujours tendance à penser que les autres doutent moins mais non en fait on continue à douter tout le temps. Moi je pense pas que la confiance en soi ce soit un truc tu sais soit tu l'as soit tu l'as pas. Ça y est tu l'as ta confiance en toi bah en fait ça veut dire que ça va rester comme ça toute ta vie. Non tu auras toujours des challenges des trucs supérieurs etc mais c'est juste te dire ok bon bah je mérite d'avoir mieux ou en tout cas mieux pour moi et vas-y j'ose et je le fais même si j'ai peur tu vois. C'est en fait je pense que c'est ça la différence c'est tout le monde a peur mais en fait c'est est-ce que tu vas ou tu vas pas même si t'as peur tu vois. J'adore. Vraiment. Ouais, ouais, non, mais ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de sens ce que tu dis. Tu dirais quoi toi? Oser. Pareil. Oser, et au pire du pire, si t'as encore tes parents, tu sais Tu que tu peux aller continues à chez tes même. parents. Ouais, moi, c'est ce que je me dis tout le temps. Au Ouais. pire, je mangerai du riz. Euh, et au pire, je dois quitter vraiment Bali parce que j'ai vraiment, vraiment plus rien. Je rentre chez mes parents et je sais qu'ils vont jamais Ouais. me mettre à la porte. Donc, juste le fait de savoir que j'ai toujours cette solution qui serait vraiment la dernière des dernières, ça me rassure en me disant je peux oser, Ouais. je peux investir, je peux vraiment oser créer. Et même si je me trompe, c'est pas grave parce que au pire du pire, Mm. il y a toujours ce Et plan encore qui est comme là. tu dis c'est le pire du pire C'est du le pire pire. du pire du pire. Et donc, je sais qu'entre-temps, il y Il y aura a plein d'autres solutions. mille choses. Voilà. Et je pense que Et ça aussi, tu vois, c'est un peu lié au fait qu'on vit en Europe et notamment en France. Et où tu vois, par rapport à ici, quand tu demandes à des balinés par exemple, alors après chaque peuple a ses qualités, ses défauts, mais c'est vrai qu'on est vu un peu comme tu vois, les gens qui réfléchissent trop, qui se font trop de soucis, qui sont trop dans l'anxiété. Et c'est vrai, tu vois, mm, c'est très français et européen d'avoir toujours peur, tu vois, de se créer des montagnes de trucs qui au final ont peu d'impact au quotidien. Et je pense que c'est juste, tu vois, du coup, même voyager, je pense que c'est ça aussi la différence entre les gens qui, sans dire que t'es pas obligé de voyager, mais je veux dire, c'est vrai que ça t'ouvre aussi, tu vois, l'esprit sur des choses. Et moi, je sais que j'aime être ici parce que justement, les gens me rappellent que, vas-y, en fait, c'est pas grave. Genre, même si tu fais, enfin, je sais pas, genre, même si tu fais un lancement, ça flop, on s'en fout en fait, tu vois, genre, c'est pas grave. et au moins, tu auras osé, tu seras fier de l'avoir fait. Exactement. Et au mieux, bah, Et au mieux, t'auras réussi. tu auras réussi. Et t'auras gagné plein d'argent. Voilà. Merci Jessica d'avoir été au micro de Confidence avec Sophia. Bah, J'étais merci, vraiment c'était trop trop cool. contente de t'accueillir. J'espère que cet épisode vous sera utile. N'hésitez pas à le partager à une amie qui aurait besoin d'entendre ça. Et on se retrouve très vite pour de prochaines confidences. Namaste.